Salut, si aujourd'hui je vous dis la science de la déduction, qu'est-ce que vous me dites? Sherlock Holmes. Vous avez deviné, ouais, bien joué. Hein? Sherlock Holmes? Bien joué, ouais. T'as trouvé la solution. On commence du coup avec John Watson, qui revient à Londres après avoir été blessé à l'épaule par balle en Afghanistan. C'est un ancien docteur. Il a peu de moyens pour survivre à Londres, avec sa petite pension de 11 shillings et 6 pence. Un jour, il va dans un bar et il rencontre un ancien infirmier, le jeune Stamford, qui était sous ses ordres autrefois. John lui raconte son histoire, comme quoi il doit partir parce qu'il n'a pas assez de sous pour vivre. Et Stamford lui dit que c'est la deuxième personne aujourd'hui à lui poser la même question, qu'il faudrait en gros trouver un colocataire. Qui était le premier? Ouais, et ben c'est Sherlock Holmes. C'est un homme assez bizarre dans ses idées, fanatique de quelque sorte, de quelques branches de la science. Il est fort en anatomie, en chimie. Stamford lui dit qu'il faudra pas le blâmer s'il peut pas s'entendre John avec Sherlock. Apparemment, il bat les sujets en salle de dissection pour voir comment le corps réagit après avoir été tapé. Voilà. Donc tous les deux, après avoir bu un coup au bar, ils partent à l'hôpital et ils trouvent Sherlock Holmes. Sherlock devine tout de suite que John a fait la guerre, qu'il était en Afghanistan. Il leur montre une découverte à base de sang pour deviner que le sang c'est différent de la boue ou de la nourriture. Voilà, à l'époque c'était comme ça, c'est lui qui a trouvé. Certaines personnes, grâce à ce procédé, seraient en prison si ça avait marché et s'ils étaient en avance sur leur temps. Donc Sherlock dit à John qu'il a trouvé quelque chose à Baker Street, un petit appartement qui pourrait aller à tous les deux. Ils se disent au revoir et à demain. Et ils vont visiter l'appartement qui se trouve au 221 Baker Street. Ils décident donc d'emménager ensemble. Ils se sont dit tous les deux leur pire défaut, fumer, faire du violon, voilà. Apparemment John a un chien aussi. John fait une liste des choses et des connaissances de Sherlock. Littérature néant, philosophie néant, astronomie néant, politique faible, botanique médiocre mais connaît bien les poisons, connaissances en géologie par rapport au sol, chimie il est fort, anatomie il est précis, en littérature surtout le crime, il joue du violon, il est balèze à la canne, à la boxe et à l'épée. Et il a une bonne connaissance de la loi. Voilà, pour le personnage. John se demande quel métier fait Sherlock avec toutes ses connaissances. Après la semaine où ils ont emménagé, un homme vient souvent. Il s'appelle Lestrade, ainsi que différentes personnes. Et à chaque fois, Sherlock demande à John de les laisser seuls dans le studio. Un matin, John se réveille un peu plus tôt que d'habitude et trouve une revue où il est écrit le livre de la vie. C'est un article qui parle de la science de la déduction, comme quoi on peut deviner le métier d'un homme en voyant ses manches, ses boutons de manchette, ses ongles, tout un tas de choses. Sherlock est l'auteur de cet article. John pense qu'il ment, c'est pas possible de savoir ça. Une personne en le regardant. Sherlock dit donc qu'il est détective consultant. Quand la police est dans la mouise, et il les aide. L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Donc John pense que Sherlock se vante un peu trop. En voyant un homme de la rue, qu'est-ce qu'il fait John? Il demande à Sherlock de savoir quel métier il pourrait faire celui-là. Et il a raison, car l'homme vient chez eux. Il donne un courrier de la part de l'inspecteur Gregson, aussi de Scotland Yard. Un homme est mort, ils savent pas trop comment, donc ils font appel à Sherlock. Sherlock va sûrement les aider. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rend sur place avec Watson. Ils entrent dans une maison et Sherlock regarde un petit peu partout les traces de pas, les traces du fiacre. Bon, il fait des petits trucs un peu bizarres. Et du coup, John il comprend rien. Et quand il voit le mort, pareil. Il fait des trucs un peu bizarres, il le sent, il sort un mètre ruban, et du coup, il fait des choses dans sa tête. Et il sort aussi une loupe. Enfin, il regarde plein de trucs que John ne comprend rien. Donc tout ça, en fait, il analyse le corps et la pièce. En soulevant le corps, qu'est-ce qui se passe? Il trouve une alliance. Les inspecteurs sont perdus. Tellement d'éléments bizarres, voilà. Ils savent pas. Un des inspecteurs qui se croit plus malin que l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une femme qui a fait le coup. En plus, sur le mot, il y a écrit le mot Rache. Donc ils se disent, bah voilà, il a peu eu le temps et il a écrit Rachel. Et en fait, non. Sherlock leur explique que c'est Rache en allemand qui veut dire vengeance. Du coup, ils sont à côté de la plaque. Sherlock dit quelques infos aux deux inspecteurs pour qu'ils essayent de trouver des pistes. Il serait grand, un petit peu rougeau, voilà, plein d'indices. Et du coup, John et Sherlock décident d'aller voir le policier qui a trouvé le corps. Sherlock parle à John
de ses déductions dans le fiacre qui les amène jusqu'au domicile du policier. Le policier explique ce qu'il a vu et Sherlock pense qu'un homme s'est fait passer pour sourd et c'était sûrement le tueur. C'était pas du coup un ivrogne. Sherlock, le soir, a mis une petite annonce dans le journal disant qu'il a trouvé la bague et du coup qu'il faut contacter le docteur Watson pour récupérer l'alliance. Le coupable vient, enfin on pense que c'est le coupable. C'est une vieille dame qui arrive du mal à marcher, elle dit que soi-disant c'est sa fille qui a perdu la bague, que sinon son mari va la taper, enfin tout un tas de blabla. Alors du coup John lui rend et Sherlock la suit, elle prend un fiacre et quand le fiacre s'arrête à l'adresse demandée, qu'est-ce qui se passe? La dame n'y est plus. Eh oui, c'était sûrement pas une vieille dame. Donc d'une, Sherlock s'est fait rouler et de deux, le cocher n'aura jamais ses sous. Gregson, celui qui se croit plus malin que Lestrade, arrive du coup au 221 Baker Street et il dit qu'il a trouvé le coupable. Ce serait le fils de la dame qui logeait les deux associés. En fait, celui qui est décédé avait un associé. On ne sait pas trop où est passé l'autre. Du coup, voilà, Gregson arrive et dit que c'est le fils de la dame qui les logeait, tous les deux, donc les deux associés. Et qui dit que son fils l'aurait tué peut-être, parce que le comportement du mec était douteux envers sa fille. Lestrade lui arrive un peu plus tard, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le collègue est décédé. Donc les deux personnes qui sont mortes s'appellent Enoch J. Brewer et Joseph Stangerson. Le premier est donc mort de poison, selon Sherlock, et le deuxième, couteau dans le cœur, dans un hôtel. Lestrade a ramené des preuves du coup, dont le poison et d'autres petits trucs que Sherlock analyse, et Sherlock a donc sa petite idée. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes après, un cocher arrive que Wingings rapporte. Wingings, c'est un petit gars qui est pauvre, qui travaille pour Sherlock. Il a pas mal de petits gars pauvres comme ça qui lui rendent service. Et donc le cocher est le tueur. Il lui met les menottes. Il s'appelle Jefferson Hope. Voilà. Après ces petits chapitres-là, on retourne dans le passé et on découvre le passé de Jean ou John, ça dépend des versions, Ferrier et de sa fille Lucie. Ils sont dans le désert, ils sont paumés et des Mormons, 10 000 Mormons viennent les sauver. Ils mouraient de faim et de soif et les vautours commençaient à arriver pour essayer de peut-être les bouffer. Donc ils ont tous les deux là, donc John et Lucie ont perdu leur famille, leurs proches, donc Lucie sa mère et son père, parce que du coup John est devenu son père adoptif. Donc les Mormons les recueillent sous la condition qu'ils deviennent Mormons du coup. Le chef des Mormons s'appelle Brigham Young. Bon, c'est un petit peu dur, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un chef mormon et ce personnage est en fait réel. Donc il a vraiment existé en Amérique. Et il y a aussi les anciens. Donc il y a Stangerson, donc comme l'un des mecs qui est mort, Kimball, qui est apparemment aussi réel, j'ai fait quelques petites recherches. Il y a aussi Johnston et Dreber, donc l'autre décédé. Lucie est en danger et Jefferson la sauve d'un gros troupeau de bestiaux. Elle était sur un cheval, le cheval voilà, fait... Et du coup, elle a failli passer. Parce qu'elle aurait pu tomber, les bestiaux l'écraser, enfin tout le bordel quoi. Et donc lui et Lucie tombent amoureux. Jefferson par contre il doit partir pour 2 mois, voilà, dans une ville un peu plus loin. Donc Jean ou John donne son accord pour les fiançailles. Quand il est parti, et qu'est-ce qui se passe? Le prophète, le chef mormon, il arrive vers John, le ferrier, et il lui dit si ta fille elle se marie pas avec un mormon, un des fils des anciens, ça va mal se passer sur toi, ça va mal finir. Hein, tu vas peut-être y passer mon petit gars. Hein, parce qu'il a entendu une rumeur comme quoi elle est fiancée. Une rumeur qui est vraie, hein, mais bon, voilà. Donc la fille se marie avec un fils d'un ancien. Alors qu'ils ont déjà tous plusieurs femmes. Mais bon, là-bas, il faut avoir plusieurs femmes, pour se la raconter. Donc, le gars lui donne 1 mois pour qu'elle fasse son choix. Au bout d'1 mois, donc c'est soit Strangerson, soit Dreber. Parce que vous savez, Lucie, elle est belle et tout, voilà, donc il faut la caser. Et puis en plus, John, il est super riche et tout, donc voilà. Les deux prétendants, le lendemain, viennent voir John, qui les fait partir, parce que voilà, ils aiment pas, il veut pas que sa fille adoptée, même si c'est sa fille, pour lui c'est sa fille, il veut pas qu'il finisse avec des gros connards comme ça. Donc chaque jour, un décompte est fait, des jours, voilà, 30, 29, 28, sur le sol, partout. Et donc c'est clairement une menace, quoi, voilà. Et Jefferson arrive J-1, avant la date fatidique. Il est sur le sol, la nuit et tout, et il rentre dans la maison de John, enfin, c'est chaud, quoi.
Le trio donc part dans la nuit pour sauver leur peau. Donc ils s'échappent de Salt Lake City. À un moment, John et Lucy se reposent et Jefferson va chercher un petit peu de la nourriture, donc il va chasser. À son retour, personne. Il y a une tombe fraîche qui a été creusée et du coup, il pense que c'est John. Et Lucy, du coup, a été enlevée par les deux Mormons. À son retour à la ville, il voit que Lucy a été mariée de force. Comment il le sait? Il voit un ancien ami à lui qui lui dit. Et il lui raconte aussi qu'il a vu la mort dans les yeux, sur le visage de Lucy. On dirait un fantôme déjà, et qui va pas tenir longtemps, quoi. Et il a raison. Elle meurt même pas au bout d'un mois. Le soir de sa mort, Jefferson rentre dans la maison de Draper, ça c'est lui qui l'a épousé. Draper a épousé du coup Lucy et Stangerson a tué John. Donc Jefferson rentre dans la maison de Draper et embrasse une dernière fois Lucy et enlève son alliance pour lui dire que non, c'est pas possible, faut pas qu'il y ait des alliances dans la tombe, quoi. Et toutes les autres femmes pleurent la petite Lucy. Du coup, il se sauve. Et pendant les prochains jours, qu'est-ce que va faire Jefferson? Il va les traquer, il va essayer de les tuer, les deux là. Au bout de 5 ans, après avoir travaillé dans une mine, avoir un petit peu fait des sous, il retourne à Salt Lake City, mais les deux gars ne sont plus là. Ils se sont rebellés contre les anciens, donc les jeunes contre les anciens. Et ils ont fui, du coup, dans l'Europe. Alors qu'est-ce que fait Jefferson? Il essaie de les suivre, de ville en ville. Il les suit pour essayer de les tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à Londres. Sa vengeance est terminée. Justice est faite. Sherlock, John, Jefferson et les deux policiers vont donc au commissariat pour prendre la déposition de Jefferson, qui demande en plus à John de mettre sa main vers son cœur. Et John découvre qu'il a un anévrisme de l'aorte et qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Donc voilà, il prend sa déposition. Il dit que ça fait 20 ans que Lucy et John sont morts, donc une traque de à peu près 20 ans. Jefferson leur raconte son histoire et sa traque, et aussi comment il a aussi appris à faire le poison. Donc il dit que Draper a bien pris le poison, et contre Stangerson, Jefferson a dû se battre et se défendre car il voulait pas manger la pilule, enfin avaler la pilule. Du coup, bam, regardez en autodéfense. Jefferson meurt dans sa cellule le lendemain, paisiblement, avec le sourire. Sherlock explique donc son raisonnement à John, qui comprend. Gregson et Lestrade reçoivent donc tous les lauriers pour l'enquête. John dit donc à Sherlock que lui va écrire la vérité et que ça s'appellera Une étude en rouge. Tout le livre est donc la réécriture de l'histoire que John a vécue, et du coup c'est de son point de vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était donc Sherlock Holmes, Une étude en rouge, et à bientôt. Salut!